Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, il pleut un petit peu à Budapest. Je suis avec Sébastien qui va nous montrer un projet très intéressant. Un de ses clients a acheté ce bâtiment entier en plein centre de Budapest, dans le 7e district, dans le quartier juif. Et tu es en train de faire toute la rénovation de A à Z pour ensuite louer les appartements, soit sur le long terme, soit sur Airbnb. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans le bâtiment. Sébastien va nous montrer les projets de rénovation et on va faire tous les chiffres. Exactement. Très bien. Très bien. Ok, allons-y. Allons-y. Donc c'est combien de mètres carrés ce building? Alors là, on est sur 765 mètres carrés au total. On a un terrain ici de 550 mètres carrés. Là, on peut voir qu'on va mettre un ascenseur. Ok, donc ici, ça va être l'ascenseur, donc 3 étages. Exactement, 4 niveaux. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Bien de mettre un ascenseur. C'est 75 000 euros. 35 000 euros pour tout ce qui est structure, 35 000 euros pour l'ascenseur en lui-même, des 70-75 000 euros au total. Okay. 5 000 euros pour obtention du permis de construire, parce qu'il faut savoir que tout ça, il y a la mise en place d'un ascenseur nécessite un permis de construire qui a été géré en même temps. Et tu comptes couper ça en combien d'appartements? On va faire 11 appartements, 3 par étage, sauf au dernier étage, dans le toit, on aura 2 plus grands appartements. Ok, voilà. 11 appartements en tout. Ouais. C'est vraiment une belle entrée, une belle cage d'escalier. Exactement. Tu comptes refaire tout ça? Ouais. Est-ce qu'il y aura une réception? Non, pas de réception. Non, parce que peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, là, mon client, il est parti d'abord sur un projet long terme, parce que c'est sécurisé. Donc, on verra aussi dans les appartements on leur a donné une distribution adaptée d'abord long terme, parce que c'est la sécurité, mais aussi court terme. Donc, on a fait un mélange des deux. Donc là, réception pour l'instant, non. On verra qu'on a un espace souterrain qui est très, très, très intéressant à exploiter. Et effectivement, en fait, l'avantage d'un immeuble, c'est qu'on peut valoriser les espaces communs, utiliser la cave, on verra les aspects Airbnb, etc. Enfin, toutes les opportunités et autres immobilières et juridiques, contournement des législations anti-Airbnb, etc. En tout cas, ici, on va clairement valoriser l'entrée, on va valoriser les espaces communs, utiliser le maximum de ce que nous offre un immeuble, ce qu'on ne retrouvera jamais dans un appartement ou qu'on n'aura jamais, s'il y a toujours des compromis. L'espace extérieur qui pour l'instant on l'a mis en stand-by, mais si on fait du Airbnb et qu'on se rend compte que ça fonctionne bien, on va commencer à réfléchir comment utiliser les espaces communs pour valoriser et transformer ça en rentabilité. Location de vélo, location de trottinette, peut-être pourquoi pas jacuzzi, réception, peut-être espace un peu dehors dans les jardins, espace de restauration. Bon, ça, mais bon, voilà, c'est pas l'ambition première, mais je pense que c'est dans la vie du projet, avec l'exploitation qui commencera début d'année prochaine, on verra comment on va pouvoir optimiser tout ça. Très bien. Donc, c'est 3 des étages, 3 appartements, c'est ça, et un étage à 2 appartements. Exactement, c'est ça. Donc, au dernier étage, on a 2 plus grands appartements, 2 T3. Au rez-de-chaussée, on a un studio, un T2, on va dire, avec un espace mezzanine, mais qui fait aussi office de couchage. Ici, on arrive donc sur un étage. En fait, c'est le premier et deuxième étage, c'est vraiment les jumeaux. Donc, c'est les mêmes. Donc ici, on a un très beau T2, enfin T3, on va dire. Et que je te coupe un petit peu avant, ton investisseur a payé combien pour le bâtiment entier? 1 750 000 euros. 1 750 000 euros. Ok, pour 765 mètres carrés, inclus les espaces en commun. Inclus les espaces en commun, mais les mezzanines qu'on a créées ne sont pas dedans. Ouais. Okay. On a eu de la chance de trouver cet immeuble parce qu'il est très bien orienté, il n'y a pas d'espace perdu. Chaque étage, on peut le valoriser comme on veut. Ça, c'est rare. Ça, c'est extrêmement rare. C'est très rare à Budapest. Balcon, il n'y a pas de balcon à Budapest. Il n'y a pas de balcon à Budapest. Là, c'est limite un peu terrasse. Enfin, c'est déjà une taille qui nous permet de parler plus tôt de terrasse et d'avoir, surtout quand on a fait la distribution, on a vraiment tenu à avoir le salon connecté à la terrasse et qui donne sur un parc intérieur, ou un jardin. Plein sud. Là, on est sud. Donc, en fait, là, ces petits appartements, ils ont tous des gros avantages. Terrasse, on va pouvoir travailler le design intérieur qu'on va rarement retrouver dans de l'ancien. Donc là, on a de l'ancien, mais du moderne, chauffage au sol,
On aura toutes les petites technologies qui sont d'aujourd'hui, terrasse, et donc là, on aura un peu de design des éléments. Là, on aura une vitre, comment dire, un rangement, il y a un escalier qui va monter, mais qui sera très bien fait. Donc, on a vraiment des petits éléments de design intérieur qui permettent vraiment de valoriser chaque mètre carré de ces appartements avec du concret. C'est-à-dire, je rentre dans un très bel immeuble, un espace commun qui va être super, qui va être. C'est rare. Oui, c'est ça. C'est rare à Budapest. Souvent, les bâtiments sont beaux, mais il y a toujours quelque chose qui cloche un peu. Exactement, hein, c'est ça. Donc là, on peut travailler les espaces communs. On va rentrer dans un appartement on voit tout de suite que j'ai une terrasse, tout est neuf, tout est très qualitatif. On va mettre des moulures. Donc là, chaque mètre carré est vraiment adapté pour quelque chose du triple A, comme tu as l'habitude de dire. Tout à fait. Très bien. Et en termes de combien de temps est-ce que ça prend pour pouvoir avoir un permis de construire? Donc, pour comprendre les timelines entre l'achat, recevoir le titre de propriété, faire les demandes de permis de construire, etc. Donc, de quelle timeline est-ce qu'on parle? Bon, quelqu'un qui a l'expérience et qui a déjà son équipe, ce qui n'était pas le cas pour nous ici. Tu as ton équipe pour faire des appartements. Oui, voilà. Mais pas. Non, c'est pas un immeuble. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, puisque bon, on a rénové une quarantaine d'appartements, donc ça on sait faire, ce qui nous a permis aussi d'approcher ce type de projet sans crainte. Néanmoins, on a dû passer par une phase de constitution d'équipe. Donc, on a dû avoir un architecte pour obtenir les permis de construire, parce que là, on fait vraiment tout dans les normes de sonorité, les normes d'ascenseur, permis de construire, donc la mairie, etc. Donc, j'ai dit, il y a toute une phase de recherche de partenaires, architectes, avocats, fiscalistes, maîtres d'œuvre et entreprises généralisées, donc entreprise générale. Donc tout ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était mon premier projet de cette envergure. Ce projet-là, il a mis beaucoup plus de temps que cela nous prendrait aujourd'hui. On a eu de la chance, on a trouvé des très bons partenaires qui chacun ont vraiment réalisé. Et pour l'instant, on arrive à 70-75% de la finition du bien. On voit déjà qu'on est hors risque. On n'a pas eu de problème avec la mairie, on n'a pas eu de problème au moment de la démolition. Les statiques, les ingénieurs techniques, on n'a plus de risque technique, plus de risque juridique. On est safe là. Maintenant, on est sur la phase finalisation. Bon, donc pour répondre à ta question, un projet comme ça aujourd'hui avec l'équipe constituée, ça serait à peu près 6 mois, 8 mois pour élaborer le projet, obtention des permis de construire 8 mois. Après 2-3 mois pour réaliser les plans avec l'architecte, 6 mois avec négocier avec les mairies pour obtention du permis, obtention des devis. Bon, maintenant qu'on a les équipes, ça serait beaucoup plus simple parce que pour obtenir les devis ici, j'ai dû mettre en concurrence 3, 4, 5 entreprises. Les devis étaient très élevés. Puis finalement, après, on a réussi ça m'a pris beaucoup de temps. Si on retient l'entreprise avec laquelle on est satisfait aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite. Donc, projet, architecture, obtention de permis après 6-8 mois. Ensuite, réalisation du projet, à peu près, je dirais 15-16 mois. Donc, on est sur 2 ans. Okay. Voilà. Sur 2 ans à peu près. Meublé, hein, j'ai après vraiment livré. Mais c'est vraiment la réalité, ça. Alors que ici, là, j'avoue qu'on a mis 1 an et demi en plus. On a joué la sécurité. Ouais. Donc, on a vraiment. Et ce qui est bien, on a pris ce temps. Mais aujourd'hui, on a l'équipe. On a pris le temps de trouver des bonnes personnes. Et c'est dur en Hongrie. Oui, c'est mieux en Hongrie. C'est très dur en Hongrie. Mais c'est dur. Oui, 100%. Et donc, au niveau des coûts de rénovation, donc, le budget était de combien à la fin? Donc là, je vois qu'on a 1 million d'euros pour la rénovation. C'est tout pile. Hein. C'est quasiment, c'est pas un chiffre rond comme ça par hasard. C'est TTC. Je crois qu'on arrive vraiment à 390 millions de forints. Parce que là, on a contracté en forints 380, un petit peu moins de 1 million. Mais j'ai voulu arrondir si on parle en euros à 1 million. Parce qu'on n'est pas en fin de projet encore. Et il peut y avoir plus ou moins 10 000 euros selon les matériaux qu'on choisit. En meubles, on a 200 000 euros. Et en frais d'architecture, permis de construire, architecte d'intérieur, suivi de travaux, parce que toutes les semaines, on fait 2 meetings où moi je suis présent, et je représente en fait la partie architecture intérieure. Il y a le contrôleur des travaux qui est officiel, officiel et qui est mandaté par l'investisseur. Donc il y a quand même, et l'architecte, il y a pour 90 000 euros en fait de gestion de projet, suivi de chantier et d'architecture. Donc un appartement comme ça, là par exemple, ça se louerait combien? Donc il y a une chambre,
Une chambre à coucher avec un espace mezzanine au-dessus, ça se louerait combien sur le marché du long terme? Donc là, l'objectif à la base, c'était d'attirer les gens, les locataires qui recherchent à la base, qui vivent seuls, mais qui veulent avoir un espace invité. Si on est sur une chambre à coucher, là, on serait on va dire, vu les prestations extérieures, connexes, etc., la finition, les moulures, etc., on sera prêt à 700, 600, 700. Là, on va essayer de monter à 800, 900, en attirant les locataires qui auront le petit côté cosy, mais un peu luxe, et quand même l'espace couchage qui est quand même restreint, mais quand même fait office. Donc c'est un peu ça qu'on va voir. On expérimente, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres appartements. On va expérimenter ça, c'est un peu l'objectif. Si on va dire c'est minimum, ça va être minimum 700 et jusqu'à 800, 900 grand max, mais plutôt 750, 800. Ok, ça, très bien. Ouais, de toute façon, il vaut mieux ça qu'une salle de bain avec un plafond très haut, quoi. Oui, bon, après ça c'est un type d'appartement. On en a d'autres. L'autre, celui-ci, il est plutôt... celui-ci, c'est le plus à compromis. Oui. Celui-ci, par exemple, il a 2 chambres à coucher. Là, il y a un vrai espace de vie avec une terrasse toujours. Mode Charlotte. Ici, on a un espace. On ne voit pas très bien dans la vidéo parce que déjà, il y a des fenêtres qui cachent la luminosité. Mais c'est des appartements très lumineux. Ouais. Donc là, on peut bien imaginer l'espace de séjour avec les moulures. Ça va être super sympa. Là, il y aura une très belle cuisine. 2 bedroom, 2 bathroom, comme ça. Oui, bien sûr. Ça se louerait combien? Bon, ici, là, on va vraiment faire du beau design. À mon avis, on va être à 1200 là. 1200, ouais. En long terme. En long terme. Terrasse, il y a tellement tout. Ouais. Non, il y a tout. Il y a tout. On est au centre, on est dans un très bel immeuble. On va peut-être mettre un tapis sur l'escalier. On va vraiment travailler les moulures. Ça va être un peu ambiance. Une rue pas bruyante du tout. Là, en l'occurrence, orientée sud avec terrasse. Il y a tous les bars autour, mais cette rue n'est pas du tout bruyante. Il n'y aura pas de bruit là. Il y aura pas de bruit. Il y a clim, chauffage au sol, des belles salles de bain qui sont à chaque fois grandes. Là, toilettes séparées. Il n'y a pas d'erreur en termes de distribution. Là, l'avantage aussi, c'est qu'on a vraiment tout rasé, on a tout refait, donc on a vraiment pu créer les espaces qu'on voulait. Il n'y a pas de grosses... Et parle-nous des charges. C'est que ça, c'était vraiment intéressant. Tu as une stratégie au niveau des charges. On a optimisé tout ce qui était technologie de chauffage. On a chauffage au sol avec pompe à chaleur qui est centralisée, et on a donc il y a une bonne isolation et vraiment un chauffage finalement qui va nous coûter très peu cher. Donc notre stratégie commerciale, ça va être de louer des appartements toutes charges comprises, sachant que nous on a des charges près 50% moins élevées que dans les autres que sur le marché. Donc quelqu'un qui va louer un appartement de 2 chambres à coucher salon. De ce gabarit-là, il aurait en moyenne dans un autre appartement, il devrait compter à peu près 180-200 euros de charge. Donc nous, on va lui facturer 200-220 euros parce que il y a des prestations peut-être 220 euros. Enfin nous, c'est ce qu'on calcule, c'est-à-dire que jeudi, c'est 1 100 000, 1 200 000, plus de 100, 1004 tout compris. Sauf que nous, on aura moins de charges que ce que dit le marché. Donc on va réussir à gagner de l'argent sur les charges sans que le locataire soit lésé. Lui, il a l'avantage d'avoir quelque chose tout compris. Il paye le prix du marché. Nous, c'est win-win. Ouais, win-win. Très bien. Et en termes du rating énergétique? Non, je suis pas allé dans ce degré de... Je ne me rappelle plus. Dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas pu travailler sur l'isolation des murs. Je sais qu'on est optimum parce qu'on ne peut pas faire mieux dans cette configuration. On aurait pu faire mieux en isolant les murs, mais ça n'a pas de sens. On ne va pas aller chercher, on ne va pas sacrifier de la surface pour de l'isolation, sachant qu'on va, le fait de passer pompe à chaleur, chauffage au sol, déjà, c'est tellement significatif que je pense que pour économiser très peu finalement en isolant les murs. Donc je sais qu'on était au maximum en travaillant sur cette solution de chauffage. Je ne suis pas rentré dans l'analyse du searching. Donc, et parle-nous des restrictions un peu Airbnb qui commencent à se mettre en place. C'est qu'à la base, ton investisseur voulait investir sur le marché du long terme. Et donc, tu as bien joué tes cartes. Ah ouais. C'est que tu lui as dit non, je comprends, mais il faudrait quand même au cas où avoir une licence Airbnb. Donc, comment est-ce que tu as procédé exactement pour ça?
Bon, c'est ce qu'au début, je lui ai dit que l'avantage d'un achat d'immeuble, c'est de ne pas avoir de copropriété, d'avoir un ensemble complet, je fais ce que je veux. Le contrôle. Je fais ce que un premium. Ça, sûr. Donc, dans le projet, on doit utiliser ce potentiel de l'immeuble qui consiste à pouvoir faire du Airbnb si un jour je le décide ou si je pense que c'est opportun. Parce que lui, il était plus un investissement patrimonial, de transmission familiale, etc. Mais bon, aussi quand même de rentabilité. Mais le postulat, c'était quand même, il avait une expérience avec nous sur les appartements qu'on louait en long terme. Donc, c'était un peu le postulat de base. Mais là, je vais bien tirer l'attention sur le potentiel réel, où on anticipe, un peu comme dans toutes les capitales européennes, des restrictions au Airbnb, ce qui est en train maintenant gentiment de se mettre en place. Il y a deux choses qui peuvent empêcher le Airbnb. D'abord, très concrètement, une copropriété dans n'importe quel arrondissement, une copropriété qui s'oppose au Airbnb, des nuisances avec les voisins, etc. On arrête, etc. Bon. La copro, ici, il y a un copropriétaire, c'est le propriétaire. Donc, il n'y a aucun copropriétaire qui pourra s'opposer. Deuxièmement, il peut y avoir tout simplement une restriction où on empêche les individuels ou même les entreprises à faire du Airbnb dans des immeubles de copropriété. Donc, nous, ici, on pourrait tomber aussi sous cette restriction. Mais ici, l'idée, c'était en amont, dans le projet, on a déjà envisagé le fait de le transformer, pas en hôtel, parce que ça, c'est des normes qui sont encore beaucoup plus élevées. Il y a besoin des sprinklers, etc. Il y a des normes de sécurité, notamment d'incendie, qui font vraiment monter le budget de la rénovation. Donc, on a vu le stade en dessous qui est un statut Panzio, un peu motel, je crois. Je ne sais pas très bien comment. Pension, merci. Et là, nous, on a mis ce projet aux normes où le jour où il y a toutes les restrictions possibles, on le met en format Panzio et on l'exploite tranquillement en appart-hôtel. Et il y en a quand même très peu, très très peu. Et je suis quasiment sûr que l'exploitation qui va débuter là en janvier-février, où ça va être la deuxième phase où on va vouloir, là on a travaillé vraiment sur la valorisation, comment on valorise par rapport aux besoins et aux attentes du propriétaire avec ces notions de Airbnb long terme. Là, on est vraiment concentré sur cette phase. Mais en deuxième phase d'exploitation, c'est clair qu'on va aller chercher maintenant du Airbnb. Les restrictions augmentent. Donc pour nous, moi, je suis content. Quand j'ai eu les restrictions du 6e arrondissement, j'ai envoyé à mon client, je dis regarde, ça y est, les restrictions arrivent. Toi, tu vas sortir du marché. Pardon pour les autres, mais nous, on est content parce que bon, on se dit, on va pouvoir clairement se différencier et devenir avec un projet court terme. On est sûr de pouvoir faire du Airbnb ici. Donc c'est cool. Donc nous moi je suis très impatient de commencer l'exploitation qui sera donc orientée location long terme, court terme et recherche aussi. Le fait d'avoir un grand ensemble, ce que je disais, c'est le fait de l'opportunité d'achat d'un immeuble, c'est de créer. On est sur des biens très rares. Un immeuble de cette taille. Après, là l'opportunité c'est d'acheter un immeuble de 765 mètres carrés. Et pas se retrouver avec un immeuble de 2000 m². Tous les immeubles, 80% ou 90% des immeubles à Budapest font en moyenne 1500, 1700, 1800 m². Donc on est tout de suite sur des budgets à 4 millions, 3 à 4 millions avant rénovation. On est tout de suite sur des budgets à 5, 6, 7 millions. Et là, ça devient très compliqué. Mais il n'y en a même pas beaucoup. C'est ça qu'il y a d'intéressant d'investir à Budapest. C'est un peu comme Paris dans le centre-ville. Mais on ne peut pas construire une tour ici. Non. Il y a les bâtiments qu'il y a et c'est tout ce que les gens peuvent construire et on peut pas créer plus. C'est pas comme investir à Varsovie où il y a des tours qui apparaissent dans tous les sens en permanence. Donc de ce côté-là, Budapest est vraiment intéressant. Le supply, l'offre d'immobilier dans le centre est fondamentalement limitée. Ah, c'est vrai. Dans l'ultra-centre. Ouais, dans l'ultra-centre. Parce que là, on est quand même vraiment dans l'ultra-centre. On est à 300 mètres de la synagogue. On est en plein dans le quartier juif, donc à l'intérieur du Grand Boulevard qui représente encore une fois cette zone d'ultra-centre. On ne peut pas faire plus central. Donc non, ici, ça va être génial de pouvoir exploiter tout le potentiel investisseur que propose un immeuble. Très bien, donc regardons donc, en termes de rentabilité, donc les loyers, donc ça en moyenne 12 000 € sur le long terme pour les 11 appartements. Là, on parle bien de location long terme. Oui, location long terme. Conservateur, des locations, encore une fois, d'une moyenne de minimum 18 mois, de location 2 ans. Donc là, on ne prend pas de risque. Enfin, je veux dire, on va avoir de l'expat, des étudiants éventuellement en médecine, souvent
Donc là, on ne prend pas de risque. Vraiment qualitatif, c'est loué rapidement. Bon. Donc ta gestion, c'est 10%. Voilà. Trouver un locataire aussi, c'est en moyenne un mois de loyer, c'est ça? Oui, mais là, si on fait du long terme, il y aura du turnover très réduit. Sur ce type de bien qualitatif, on n'a pas un turnover. Et puis nous, on filtre aussi. On va chercher forcément des locataires qui vont rester sur le long terme. Ouais. Sur les 100 appartements qu'on gère, on a la chance d'un portfolio quand même qui est relativement qualitatif et très central. On a une moyenne de 18 à 22 mois de turnover, ce qui est avec notamment une partie quand même qui est dédiée à des étudiants. J'ai beaucoup d'appartements qui sont de 4-5 ans. Donc ici, clairement, quand on a un bien qui va être bien calibré, ce qui va être le cas de ce bien-là, on va aller pouvoir chercher du locataire long terme. Très bien. La taxe foncière. Ouais, elle est importante ici. 4 000 euros, c'est pas 65 mètres carrés. C'est vraiment pas cher. Ouais. Ah bon? C'est pas cher? Ça me paraît pas cher du tout, 4 000 euros de taxe foncière pour un bâtiment. Je sais pas pour. Oui, je me rends pas compte parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en gris. C'est ce que les gens payent à Paris pour un petit truc. C'est vrai? Oui. Bon, oui, c'est vrai. Bon, non, c'est pas cher du tout. L'assurance non plus, c'est pas cher. Oui, 1500 quand même. Donc, non, c'est pas cher du tout. Ouais. Ok, très bien. Donc ça donne une rentabilité. Après, bon, les impôts, c'est ce que c'est. Et donc une rentabilité nette d'un peu plus de 3%. 3,3, bon, 4,5 brut, 3,3, c'est un vrai net, hein, ça. C'est un vrai net. C'est un vrai net. Donc c'est pas du. Non, c'est. Investissez à Dubaï, vous ferez du 20% par an avec que du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du vrai chiffre. Mais bon, après, attention, c'est vraiment là, on est vraiment négatif. C'est la plus-value. C'est la plus-value. Deux, les opportunités d'exploitation. Oui. Là, clairement, on ne va pas faire du 3,32 là-dessus. Oui, non, on va les faire plus. Je crois qu'il faudra faire une étude de cas dans 1 an ou 2. Ouais, 1 an et demi, après. Parce que là, je reviens et on voit les chiffres réels. Ah oui, je crois que ça, ce sera intéressant. Ouais, exactement. C'est que je crois tout à fait que ton investisseur se fera plus que 3. Je pense aussi, hein, mais aujourd'hui, j'ai eu la chance, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance et qui a une approche patrimoniale, c'est pas une banque quoi, et donc ça nous a donné la latitude. Mais je sais que ça va bien finir dans le sens où finalement on va mieux exploiter que. Et si c'était Airbnb? J'ai contacté un spécialiste Airbnb, parce que nous on n'est pas encore, mais ce projet-là on va le gérer. On serait sur, on était parti sur 22 000 euros de loyer brut, c'est-à-dire quand on calcule la nuitée, le chiffre d'affaires par rapport aux nuitées. Ensuite, on enlève donc les frais de gestion, de ces 20% TTC, les frais de booking, Airbnb, hein, notamment aussi. Donc il faut compter à peu près 15%, 10-15%. Donc 26 000 euros. Donc on arrive à, si tu veux, un revenu net de tout impôt, plus les impôts, les taxes, etc., l'assurance, de 160 000 euros. Donc on arrive à 5 nets. Ouais. Mais je pense que je suis pessimiste. Je pense que je suis un peu négatif. Surtout avec toutes les restrictions qui arrivent. Ouais. Je vois mal un monde dans lequel ton investisseur se ferait moins de 6 à 7% net. Oui, non, je suis d'accord, mais les restrictions qui arrivent. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas prendre le risque de communiquer des chiffres. On parle des budgets de 3 à 4 millions d'euros. Ouais. On ne peut pas commencer à s'amuser à communiquer des chiffres qu'on ne peut pas réaliser. Ouais. Donc là, c'est des chiffres sécures. Bon, voilà. On sait qu'on peut réaliser ce type de projet. Maintenant, il ne faut pas se planter quand on communique dans les chiffres. On ne peut pas communiquer n'importe quoi. On sait gérer des projets de ce niveau-là. Maintenant, sur les rentabilités, il ne faut pas que ça se termine mal. Ouais, quand il met 3-4 millions, on ne dit pas tu vas faire 7 et puis à la fin, il se termine à 4. Donc, donc là, je pense que ces chiffres sont quand même assez conservateurs. Mais on fera un bilan dans 1 an et demi. Ouais, parfait. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai écrit toute une analyse du marché immobilier ici à Budapest, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers qui sont un peu moins intéressants, les erreurs qu'il faut éviter. Il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé d'investir ici à Budapest dans l'immobilier, surtout n'hésitez pas à contacter Sébastien. Il peut vous aider à trouver un bien immobilier, pas seulement des bâtiments entiers, mais aussi un appartement normal, un peu comme tout le monde, à faire la rénovation, etc. et à tout gérer. Exactement. Merci beaucoup, Ladislas, pour ta venue. Merci. À bientôt. Sébastien. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site
qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.